Exactement. Jerry, quand on parle des meilleures pratiques pour la mise en œuvre de la Convention, pour que l'ensemble des droits soient respectés, quelles seraient ces meilleures pratiques? Well, Eh bien, pour peut-être en guise d'introduction à ma réponse à cette question et pour revenir sur ce qui vient d'être dit, en fait, toute la notion de la façon dont notre culture attache une valeur à l'intérêt supérieur de l'enfant. En Colombie-Britannique, on a revu la loi sur la famille portant sur le divorce et autres éléments du genre, et on a regardé de très près cette question de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et dans l'ancienne loi, il était dit qu'il fallait que la considération primordiale, première, était toujours l'intérêt supérieur de l'enfant. Et nous ne voyons pas vraiment l'utilité de se libeller. Donc, une nouvelle loi a été adoptée en 2013 et dans cette nouvelle loi, on dit que la seule considération à prendre en compte lors de décisions touchant un enfant, c'est son intérêt supérieur. Ça a été un peu sujet à un peu contesté parce que c'était vraiment rehausser l'importance de ce critère. Donc, de 2013 à 2017, du point de vue juridique, ce n'est pas très long pour permettre l'interprétation d'une disposition de la loi, mais on regarde cela de très près, on suit cela de très près, voir ce qui a changé. Il semble qu'en fait, qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'effets de cette nouvelle disposition sur le terrain. Donc, c'est problématique. Maintenant, pour ce qui est des meilleures pratiques pour surmonter tous ces obstacles dont nous venons de parler, je me rapporte peut-être pour un point de vue relié à la procédure et je voudrais parler de la valeur des processus collaboratifs. Lorsque je me suis occupée de litiges touchant les enfants et les familles, j'ai été toujours l'avocat pour les parents, mais j'avais presque aucun contact avec les enfants. Mais quand j'ai commencé à faire de la médiation, j'ai eu beaucoup plus l'occasion de communiquer avec les enfants directement ou indirectement, même parfois juste en ayant une photo de l'enfant sur la table de la part des parents. Et j'aimais beaucoup cette souplesse et la liberté, la marge de manœuvre. Et souvent, on peut penser que il s'agit que les contextes sont juridiques en ce qui concerne les droits de l'enfant, mais je dirais que dans les contextes informels, eh bien, du point de vue pratique, il est beaucoup plus facile de faire reconnaître l'intérêt supérieur de l'enfant. Et dans une affaire de droit de la famille, s'il y a deux parents devant la cour, l'hypothèse de départ, c'est que les parents vont tenir compte du meilleur intérêt de l'enfant. Mais ce n'est pas tout à fait le cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que il y a toutes sortes de considérations financières, émotives, pratiques, et souvent cela empêche les enfants d'avoir en tête tout d'abord l'intérêt supérieur de l'enfant. Et donc, comme j'ai mentionné, il y a de plus en plus de sensibilisation au sein du système juridique au fait que l'enfant doit être entendu, doit participer. Il y a aussi beaucoup d'études réalisées en Colombie-Britannique et je ne sais pas ailleurs, mais où l'on se demande jusqu'où on peut aller pour ce qui est d'impliquer l'enfant dans les processus de médiation, par exemple du point de vue de la capacité, de la sécurité. Et dernier commentaire pour ce qui est des meilleures pratiques pour surmonter ces barrières, eh bien, ça se rapporte à ce que Christian disait plus tôt. Parfois,
les outils juridiques qui existent actuellement ne sont tout simplement pas suffisants et en fait la réponse est plutôt politique. Et il faut que les autorités politiques s'intéressent à la question et assurent le respect des droits des enfants. Parce que ça sert toutes les sauces. Hein? Est-ce qu'on n'est pas porté à oublier les 40 autres droits qu'il y a dans la Convention? Samira t'a parlé de l'ensemble des droits. Nous, à la Fondation, on a décidé de les regrouper en 7 principes parce que souvent, on parle de la protection. C'est un ensemble de droits à l'intérieur de la Convention, mais il y a le droit à la famille, il y a le droit les droits civils, il y a les droits à la santé, il y a les droits... Il y a 7 principes comme ça. Et comment on fait... C'est quoi les meilleures pratiques? Comme si on prend le cas de Jack, que Dr. Blair a mentionné. Il n'y a pas nécessairement des lois qui fait que l'enfant a le droit d'aller à l'école, mais les ressources sont peu disponibles pour son problème. Donc, le système l'envoie en bout de ligne ou l'envoie à l'extérieur de la garderie. Il n'y a pas des lois en tant que telles pour protéger ces droits que Janusz Korczak avait inscrits. Qu'est-ce qu'on fait? I mean, I think that's the million-dollar question. Oui, c'est la question à $1 million et on aimerait tous avoir une réponse facile à cette question. Mais en fait, il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas de réponse facile. Nous sommes toujours à nous débattre avec cela, mais je pense que pour ce qui est de la répartition des budgets, la façon dont les lois sont élaborées, il y a évidemment des problèmes peut-être d'imputabilité depuis le début jusqu'à la fin. En Ontario, il y a certaines possibilités de recours à la disposition des enfants ou des parents dont les enfants sont, par exemple, expulsés de l'école ou qui font l'objet d'autres mesures du genre. Mais il y a beaucoup de réticence, beaucoup de résistance à utiliser ces outils pour ces jeunes. Souvent, ils disent « Comment osez-vous contester ma décision ?» Ça, c'est aussi un grand problème et c'est pour cela que je dis qu'il doit y avoir un changement de culture parce que l'imputabilité n'est pas une mauvaise chose et n'est pas nécessaire d'être toujours en situation contradictoire, mais il faut quand même qu'on se retrouve dans un contexte où il y a imputabilité tout en maintenant les relations parce que les enfants, finalement, sont à l'école toute la journée jusqu'à l'âge de 21 ans et peut-être même plus tard. Et ce que nous souhaitons, c'est que l'enfant dispose du plus grand nombre de structures, dispose de soutien. Et c'est à l'école que souvent on peut permettre à ces enfants d'atteindre leur potentiel. Et c'est un élément dont il faut tenir compte, je pense. Et pour ce qui est des meilleures pratiques, nous devons veiller à ce que toutes les personnes qui cherchent à accroître l'imputabilité disposent des ressources nécessaires. Parce que nous constatons qu'il y a beaucoup d'enseignants qui souhaitent faire plus, mais malheureusement, ils ne disposent pas des ressources nécessaires.